est là. Voilà, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance de présentation des travaux de Monsieur Calixte. Calixte, Monsieur Calixte. Le micro est fermé et puis il fallait déjà, Carlens, te préparer en conséquence. Carlens? Carlens, tu peux nous répondre, s'il te plaît? Oui, je vous ai répondu, oui. Donc, Je vous ai là maintenant, on répondu. parle. D'accord. Et puis, tu peux prendre la main si tu as des choses à partager. Voilà, donc je crois que les deux autres collègues sont bel et bien présents. Claude, que je salue, Claude Jean, bonsoir, et le docteur Nelson Sylvestre. Voilà, donc on peut Salut, commencer. docteur. Voilà, ok. Bon, ben, chers invités, chers collègues, chers étudiants, on a le plaisir d'accueillir Monsieur Carlens Howard Calixte qui doit nous présenter les résultats de ses travaux portés sur concubinage en Haïti entre droit coutumier et droit positif, enjeux juridiques et perspectives de légalisation. Ce travail a été encadré, dirigé par maître Claude Jean et on aura avec nous dans le jury docteur Nelson Sylvestre dans le rôle de rapporteur et je remplace mon collègue qui est toujours en difficulté au Canada. Donc, je suis le docteur Christophe Providence. Sans plus tarder, on passe la parole à Carlens pour 10 minutes de présentation. Il est 17h40. Carlens, tu as la parole. Bonsoir, monsieur le président du jury. Bonsoir, messieurs les membres du jury. Permettez-moi, avant toute chose, de vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence, votre disponibilité, ainsi que l'attention que vous accordez à ce travail de recherche. C'est pour moi un immense honneur et un réel privilège de me présenter aujourd'hui devant vous afin de soutenir mon mémoire de licence en droit intitulé Le concubinage en Haïti entre droit coutumier et droit positif, enjeux et perspectives de légalisation. Le choix de ce sujet ne résulte pas d'un simple intérêt théorique. Il trouve son origine dans un constat profondément ancré dans la société haïtienne. En effet, alors que le mariage civil demeure un droit haïtien, l'institution juridique de référence en matière familiale, un nombre de plus en plus important de couples vivent durablement en union de fait sans accomplir les formalités du mariage. Ces unions donnent pourtant naissance à de véritables communautés de vie, de biens et d'intérêts aussi. On n'entend plus rien. Merci de vérifier. Je crois qu'il a un problème de connexion. Carlens, on n'entend plus rien. Bon. Carlens. Carlens, on n'entend plus rien. Visiblement, il a un problème de connexion. Il n'entend pas ce qu'on lui dit. Je ne sais pas s'il est à l'IUS ou chez lui ou ailleurs. Il n'est pas à l'IUS, voilà. Donc, Carlens.
Bon, entre-temps, je pense qu'il va se reconnecter. Je rappelle qu'une soutenance à l'IUS, c'est l'occasion ça fait partie du cursus, hein. Il n'y a pas de soutenance hors cursus, il n'y a pas de note hors cursus. Donc, du coup, la soutenance fait partie de l'apprentissage. Non seulement l'étudiant produit un travail acceptable sur le plan académique scientifique, ce travail est évalué pour permettre à l'étudiant d'améliorer, de peaufiner, de transformer parfois le travail. Donc, une fois la soutenance terminée, les évaluateurs, en tout cas les membres de jury, envoient chacun une note et ça va donner la note de l'étudiant. Voilà, donc la note fait partie de son... Quand on parle de relevé de notes, il y a la note du mémoire et la note de stage pour les étudiants qui sont là avec nous depuis un certain temps. Pour celles et ceux qui sont inscrits directement en quatrième année, ils auront, dans certains cas, uniquement le mémoire à rédiger. Donc, dans tout, voilà, donc pour nous, il y a un calendrier, il y a un canevas, et c'est sur la base de ce document de canevas. Alors, j'espère que l'étudiant, il est de retour, donc j'essaie au moins de permettre au public, en tout cas à l'assistance, d'avoir quelques informations. Non, il n'est toujours pas de retour. Il n'est pas, non, je ne le vois pas. En tout cas, dès qu'il est connecté, on va lui permettre de continuer avec sa présentation. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller jusqu'au bout, puisque malheureusement, il y a bon nombre de jeunes, un bon nombre d'étudiants qui sont malheureusement pris au piège, piège des certificats, piège des attestations. On leur donne des attestations. Il y a même certaines fois, on leur dit eh bien, il y a la graduation, voilà, vous donnez l'argent, vous êtes gradué, belle cérémonie, tout le monde est content, et pourtant, l'étudiant n'a jamais de parchemin de diplôme. Donc, voilà pourquoi, comme ça se passe dans le monde, ben, il y a la VAE, validation des acquis et de l'expérience, qui permet à des candidats potentiels de rejoindre l'IUS pour être encadrés et accompagnés afin de boucler un cycle, ce cycle-là. Donc voilà, donc jusqu'à présent, il n'est toujours pas comment on peut faire dans ces circonstances. On va... Je propose, Dr. Providence, oui. qu'on avance si les autres candidats sont là. On avance dans l'ordre et qu'on pourrait stopper l'enregistrement et au retour de l'étudiant, je ne sais pas. Je pense qu'il ne faudra pas faire ça non plus, puisque l'étudiant savait qu'il devait travailler, qu'il devait prendre toutes les mesures pour présenter son travail. Le travail, malheureusement, on est dans un pays où il y a des choses qui peuvent arriver, notamment les opérateurs qui ne fournissent pas de bons services. Mais je pense qu'il est là, voilà. Il va perdre quelques minutes et c'est à sa charge. Carles, parce que comme le calendrier, tout le monde était au courant bien en amont, c'est difficile de demander à quelqu'un d'autre voilà, donc c'est difficile. Même pour les jurys, les membres de jury. Carles, oui. Voilà. Tu as la main, tu as perdu quelques minutes, mais tu as la main pour continuer. OK. Vous m'écoutez? Très bien. Okay. Le choix de ce sujet ne résulte pas d'un simple intérêt théorique. Il trouve son origine dans un constat profondément ancré dans la société haïtienne. En effet, alors que le mariage civil
demeure en droit haïtien l'institution juridique de référence en matière familiale. Un nombre de plus en plus important de couples vivent durablement en union de fait sans accomplir les formalités du mariage. Ces unions donnent pourtant naissance à de véritables communautés de vie, de biens et d'intérêts au sein desquelles les partenaires construisent un patrimoine, élèvent des enfants et participent activement à la vie économique et sociale du pays. Cette évolution des comportements sociaux met en évidence un décalage manifeste entre le droit positif et les réalités vécues par une partie importante de la population. Dès lors, la question de la protection juridique des concubins apparaît comme un enjeu majeur, tant sur le plan du droit que celui de la justice sociale. Au cours de cette présentation, nous aborderons successivement la problématique ayant guidé cette recherche, l'hypothèse retenue, les objectifs poursuivis, la méthodologie adoptée et les principaux résultats obtenus et enfin les recommandations avant de terminer par une conclusion générale. La réflexion menée de ce mémoire est née de constats simples, mais fondamentaux. En Haïti, de nombreux couples choisissent ou sont contraints par leur situation économique, sociale ou culturelle de vivre ensemble sans célébrer un mariage civil. Pourtant, ces unions produisent dans la pratique des effets très proches de ceux du mariage. Les partenaires contribuent ensemble aux charges du ménage, acquièrent des biens communs, fondent une famille et entretiennent une solidarité de fait pendant plusieurs années. Cependant, malgré cette réalité incontestable, le droit haïtien continue de réserver l'essentiel de la protection juridique au seul mariage civil. Les concubins demeurent donc exclus de nombreux droits, notamment en matière patrimoniale, successorale et parfois même familiale. Cette absence de reconnaissance légale engendre une véritable insécurité juridique qui se manifeste particulièrement lors de la rupture de l'union, du décès de l'un des partenaires ou encore lors des litiges relatifs au partage des biens. C'est cette contradiction entre la réalité sociale et le silence du droit qui nous a conduit à formuler la problématique suivante. Comment le droit haïtien pourrait-il mieux protéger les personnes vivant en concubinage sans pour autant remettre en cause la primauté du mariage? Pour répondre à cette question, nous avons retenu l'hypothèse selon laquelle l'absence de cadre juridique général applicable au concubinage entretient une insécurité juridique préjudiciable aux partenaires. Cette insécurité se manifeste principalement dans les domaines patrimonial, successoral et familial, où les concubins disposent de très peu de garanties juridiques malgré leur contribution commune à la vie du groupe. Toute commune permet à notre sociale devenue incontournable. Ensuite, toi, Coupe ta caméra, hein? Coupe ta caméra. Ça passe mal. Également la projection du partage. Parce qu'on n'entend rien hein, pour l'instant. C'est ça qu'a dit. Occupe
actuellement. Carlens, attends, arrête de parler. Arrête le partage d'écran de toute façon. Carlens, on t'entend très mal. Bon, Carlens, arrête le partage d'écran parce que je dois quand même t'accorder quelques minutes. Mais si tu continues comme ça, parce qu'on n'entend rien, on ne pourra plus faire ça. Aïe, je n'entends pas. Carlens, tu m'entends? Le véritable statut applicable aux unions de fait. Notamment en ce qui concerne la protection du partenaire économiquement le plus vulnérable, le règlement des intérêts patrimoniaux et la sécurité juridique des familles concernées. Enfin, le troisième objectif consistait à proposer des pistes de réforme susceptibles d'assurer une meilleure protection juridique des concubins tout en respectant arrête ton partage d'écran et coupe la caméra parce que ça passe mal. Et je vais t'accorder 3 minutes pour terminer. D'accord? Tu as 3 minutes puisqu'on ne va pas pouvoir... voilà, tu as 3 minutes. Ok. Vous m'écoutez maintenant? Ta présentation. Oui, on t'écoute, mais tu as 3 minutes. Ok. Tu as 3 minutes. Ok, voilà. Merci. Ok. Sur le plan méthodologique, cette étude repose essentiellement sur une approche juridique et analytique. Elle s'appuie d'une part sur l'étude du droit positif haïtien, notamment des dispositions du Code civil relatives au mariage et à la famille, et d'autre part sur une analyse approfondie de la doctrine juridique. Cette recherche s'est également appuyée sur la méthode du droit comparé à travers l'étude de plusieurs législations étrangères ayant progressivement reconnu certaines conséquences juridiques du concubinage. Cette comparaison nous a permis d'identifier des solutions susceptibles d'inspirer le législateur haïtien tout en tenant compte des spécificités nationales. Enfin, les données sociologiques relatives aux pratiques familiales en Haïti nous ont permis de confronter les règles juridiques à la réalité sociale afin de mesurer l'écart existant entre la norme juridique et les normes et les comportements effectivement observés. Les recherches effectuées nous ont permis de dégager 4 principaux résultats. Tout d'abord, elles confirment que le mariage demeure l'institution centrale du droit de la famille en Haïti. Il continue d'offrir la protection juridique la plus complète aux époux, tant sur le plan personnel que patrimonial. Deuxièmement, elle démontre que le concubinage constitue aujourd'hui une réalité sociale incontournable. Bien qu'il ne bénéficie pas d'un véritable statut juridique, il représente une forme de vie familiale largement répandue dans la société haïtienne. Troisièmement, elle met en évidence que l'absence des règles spécifiques applicables au concubinage crée une insécurité juridique importante. Cette situation fragilise particulièrement les partenaires lors de la dissolution de l'union, du partage des biens ou encore de l'ouverture de la succession après le décès de l'un d'eux. Enfin, l'analyse du droit comparé révèle qu'il est parfaitement possible d'organiser une reconnaissance juridique limitée du concubinage sans remettre en cause la place privilégiée du mariage. Plusieurs systèmes juridiques démontrent qu'il est possible d'assurer une protection minimale aux concubins tout en maintenant une distinction claire entre les deux institutions. À partir de ces constats, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Il serait souhaitable que le législateur haïtien engage une réflexion sur l'adoption du cadre juridique spécifique au concubinage, permettant de définir les conditions dans lesquelles certaines conséquences juridiques pourraient être reconnues. Une telle réforme pourrait notamment prévoir une protection minimale en matière patrimoniale, faciliter le règlement de certains litiges entre concubins et renforcer la sécurité juridique des familles concernées, tout en préservant la vocation du mariage comme fondement principal du droit de la famille. En conclusion, cette recherche confirme pleinement notre hypothèse de départ. L'absence de cadre juridique cohérent applicable au concubinage constitue aujourd'hui une source réelle d'insécurité juridique pour de nombreux citoyens haïtiens. Le droit ne peut demeurer indifférent aux profondes mutations de la société,
sans remettre en cause les fondements du mariage civil, il apparaît nécessaire d'engager une réflexion sur l'évolution du droit de la famille afin qu'il puisse mieux répondre aux réalités contemporaines et assurer une protection plus équitable des personnes vivant en union de fait. Nous espérons que cette étude pourrait contribuer à son niveau à alimenter la réflexion doctrinale et législative sur cette question de la perspective de droit haïtien plus adapté aux besoins de la société et davantage soucieux de la sécurité juridique des familles. Je vous remercie très sincèrement de votre aimable attention et nous nous tenons à votre entière disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Merci. Merci, Carlens, pour ton exposé. Bon, à part les difficultés de connexion, il y a vraiment, en tout cas, dérangé d'une certaine manière ta présentation, qui a limité ta présentation, mais je trouve que tu es très audible. Et voilà, donc sans plus tarder, on passe la parole au rapporteur, le docteur Nelson Sylvestre. Merci, docteur Providence, pour votre présidence. Et merci, Carlin, pour ses efforts. Malgré les difficultés, il a pu s'en sortir. Et bon, ce sont des difficultés liées à la connexion d'Internet en Haïti. Mais quand même, on a pu écouter quelques fragments de son exposé et je pense que on a vu que c'est quelqu'un très, très chauffé, pour ne pas dire surchauffé. Donc, Carlin a de la chaleur dans son travail, et d'autant plus que le texte, à mon humble avis, concerne le. Je pense par rapport même à la thématique. J'apprécie également le fait que des éléments pour une amélioration de actifs et en la matière. Donc je remercie M. Claudian pour son accompagnement. Alors, bon, si je dois m'en tenir à quelques éléments de forme, qui nous donne 2 pages de couverture. Je ne sais pas pourquoi. Il y a 2 pages de couverture, mais présentées différemment. Donc, il faut veiller à cela de manière à bien présenter le texte final. Une première chose. Deuxième chose, c'est que le libellé du sujet, à mon avis, mérite d'être révisé parce qu'il y a une succession de virgules que je n'arrive pas à saisir le sens. Je vois concubinage en Haïti, virgule, entre droit coutumier et droit positif, virgule, enjeu juridique et perspective de légalisation. Donc, il y a 2 virgules, il y a 2 et. Donc, il me semble que tu as voulu tout traiter dans ce domaine-là. Parce qu'en disant concubinage, tu droit coutumier, droit positif, tu pourrais t'éviter d'écrire droit 2 fois, par exemple. Tu pourrais écrire droit au pluriel et puis ensuite coutumier positif au singulier. Et tu parles des enjeux juridiques, mais tu mets des perspectives de légalisation. Donc, je pense qu'il faut revoir le libellé, le titre, parce que ça manque. Et par rapport même aux ponctuations, de concision, de clarté et de précision. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est un deuxième élément sur lequel je voudrais bien attirer ton attention. Maintenant, vous avez... Alors, tu as le canevas de l'IUS dans le corps du texte. En général, on refuse que les étudiants incluent
des parties en gras. Vous voyez? Donc, ce serait bien de prendre en compte cela. Par exemple, au niveau de l'hypothèse, au niveau de la question de départ insérée dans l'introduction. Donc, je pense qu'il faut, et dans d'autres endroits, tu as des titres sans codification, par exemple, section 1, je vois, et les fondements juridiques du mariage civil, et puis immédiatement, il y a quelque chose que je vois, l'évolution historique du mariage civil en droit haïtien, donc je ne sais pas à quelle partie du mémoire tu te réfères, même quand tu es dans la section 1. Donc, il me semble, mettre pour cette section les paragraphes, avoir un code. Paragraphe 1, paragraphe de titre. Il y a paragraphe de titre et paragraphe de contenu. Parfois, les étudiants ne font pas la différence entre paragraphe de titre et paragraphe de contenu. Par ailleurs, dans presque tous les titres que tu as libellés, les articles, il y a des articles définis. Donc, moi-même, je conseille toujours, je recommande même aux étudiants de ne pas mettre des articles définis dans les titres. Parce que c'est quand même un mémoire de licence. Voilà, parce que ça pourrait impliquer trop de généralité. Des éléments de non-retour par rapport à ce que tu es. Donc, je pense qu'il faut éviter ça. Tu ne perds en rien de ne pas mettre les articles. Et non plus, tu ne gagnes en rien. Donc, rends-toi ce service et pour écarter les articles là où ils sont dans les libellés de titres. Donc, problème de codification de certains titres et problème d'articles dans les titres. Est-ce que c'est bon, Collins? Oui, oui. OK. Pour les tableaux, je vois, il n'y a pas de source, même quand ce sont des tableaux venant de tes propres observations, collègue de données, il faut indiquer que c'est dans le cadre du travail comme source. C'est important et d'avoir ces tableaux en bonne et due forme. Donc, tu feras bien de prendre en compte ces éléments de forme pour que le texte soit plus à même d'être accepté à l'IS lors du dépôt final. Donc, sous la direction de Maître Jean, tu sauras prendre les mesures pour que de tels impairs ne se renouvellent. Okay. Oui, maintenant, je vais au fond du texte. Alors, je dois admettre que pour Haïti, on arrive à une situation de comble. Un instant, je vais couper. Voilà, alors le rapporteur en tout cas, va revenir. Non, je suis là, oui, je suis là, docteur Providence. Parce que je suis grand-père à l'auditoire. Donc, vous avez écouté le chant. Félicitations. Eh bien, voilà, donc par conséquent, il ne faut pas jouer. Hein. Lui également, il fait partie du décor. OK. En réalité, et du point de vue du fond, je pense que la thématique est correcte. Le chant est correct. Sauf que Collins, c'est bien oui de savoir si c'était mieux de travailler sur le concubinage ou sur le plaçage. Et en Haïti, le plaçage, il me semble, a été toujours d'actualité et continue de l'être, le plaçage. Parce que pour l'auditoire, il faut admettre que le concubinage, on voit ça comme une union libre, mais durable.
l'union est libre, mais durable. Et c'est un peu, si vous voulez, dans les habitudes des gens. Alors que le plaçage, qui est plus commun, et c'est une forme culturelle spécifique du concubinage. Mais à la vérité, dans le plaçage, c'est comme il y a une permanence. Donc, pour me résumer, je pourrais dire que le concubinage serait quelque chose avec une certaine sophistication, alors que pour Haïti, il me semble que le plaçage supplante le concubinage. Difficilement en milieu paysan, bon, en Haïti, on préfère parler du plaçage que du concubinage. Maintenant, que dit le droit? Ah, ça c'est une autre chose. Donc, par exemple, si vous allez dans les moteurs de recherche, vous allez voir qu'on cite Haïti et la Louisiane en Amérique. Et comme pays, bon, Louisiane n'est pas un pays, mais c'est un État des États-Unis d'Amérique. Eh bien, on pense que le plaçage était une forme d'union libre entre hommes libres, c'est-à-dire comme des affranchis, et des femmes de couleur. Bon, vous savez, quand on dit femmes de couleur, on fait référence à la couleur de la peau, on fait référence au noir, comme si le blanc n'était pas une couleur. Donc, sur cette base, il faudrait, par moment, dans le texte, apporter quelques nuances pour ce qui est du concubinage, du plaçage. Tu ne peux pas parler du concubinage sans mettre en évidence justement le plaçage à côté, de manière claire. Parce qu'en droit moderne, on admet que quand on est en concubinage, il y a une grande liberté, parce qu'on ne peut pas parler d'adultère pour les parties en concubinage, mais il y a également peu de sécurité juridique. Et dans un pays comme le Canada, en général, on n'encourage pas les gens au mariage. Pourquoi? Parce qu'on estime que pour un mariage, il peut y avoir 5 divorces. Je vous expliquerai ça une prochaine fois. C'est pas facile de cerner ce que je suis en train de dire. Pour un mariage, on s'attend à 5 divorces. Et c'est dans la pratique même du droit au Canada. Et par exemple, je vois que tu dis entre droit coutumier et droit positif. Et encore une fois, les règles écrites en Haïti, en général, ne sont pas connues. Le droit positif régit les situations juridiques en Haïti, mais comme règles écrites, la plupart du temps, ce ne sont pas des règles connues. Et les gens fonctionnent sur la base du droit coutumier. Et que les gens même exercent, pratiquent le droit coutumier sans qu'ils sachent exactement qu'il s'agit du droit coutumier. Et c'est pourquoi la plupart du temps, il y a confrontation. Il y a davantage confrontation entre le droit positif et le droit coutumier au lieu d'avoir une complémentarité. Parce que les gens agissent sans être pour autant au courant de ce qui est écrit. Et dans ton texte, l'aspect qui est mieux traité, justement, ce sont les enjeux juridiques. Parce que je vois que tu prends en compte les conséquences, et les responsabilités et les obligations. Alors, j'ai une seule question pour toi, Carlens. Une seule, hein? Oui. En quoi, en Haïti, le concubinage peut-il être un frein aux dérives de succession?
en quoi le concubinage en Haïti peut-il être un frein aux dérives de succession? Parce que tu en as traité dans ton texte. Voilà, Monsieur le Président, ce sont là mes remarques, commentaires et questions sur le travail de Karl-Heinz. Voilà, merci, monsieur le rapporteur, pour ce travail d'analyse et des recommandations. Karl-Heinz, comme les autres, Karl-Heinz doit prendre en compte les remarques, les recommandations pour améliorer son travail. Avant de lui passer la parole rapidement, moi, j'aurais une autre question, une question un peu corollaire à ce que le rapporteur vient de poser, mais je tiens quand même à attirer l'attention de l'étudiant sur 4 éléments, 4 points, je pense, qui pourraient l'aider à améliorer son texte. D'abord, c'est le canevas qui dit clairement comment faire une citation et comment faire la bibliographie et comment cette dernière doit être présentée globalement. Donc, Alain, il faut vraiment vérifier ces éléments-là. Et puis, il y a beaucoup de légèreté dans les références. Donc, je t'invite à vérifier bien l'orthographe des noms d'auteurs, à date de parution, titre exact des textes, éditeur ou revue. C'est important de bien prendre en compte les informations et de les présenter. D'accord? Parce que il me semble, il y a certains textes, j'ai des doutes sur certains titres, etc. Deuxième élément à améliorer, je t'inviterai à le faire, je pense qu'il faudra ajouter ou renforcer les références au droit positif haïtien. D'accord? Il faut vérifier les références parce que tu as à la fois, je ne sais pas moi, des articles, tu cites à la fois des articles du Code civil, des textes de loi, des décrets, et il manque de précision. Et je te rappelle que pour qu'un texte de loi en Haïti puisse puisse être applicable, il faut qu'il soit publié dans le Moniteur. Donc, il ne faut pas oublier que le journal, la source officielle, c'est le Moniteur. Ce qui n'apparaît pas, voilà, parce que sans cette publication, il n'y a pas moyen de considérer, en tout cas, ce document. Donc, le journal, c'est un journal officiel, le Moniteur, au contraire. Il ne faut pas négliger, il faut bien comprendre comment, parce que c'est ça la source, les sources officielles. Autre élément à considérer dans ton texte, c'est, je pense que tu peux approfondir même un peu plus la méthodologie. Pourquoi? Parce que tu peux aussi préciser dans ton travail et même dans l'analyse qui en découle qu'il s'agit bien d'une recherche juridique, doctrinale et comparative. Maintenant, il faut justifier le choix des autres, on va dire, textes ou en tout cas des autres systèmes, on va dire. Il faut justifier pourquoi le droit français ou les droits français et québécois sont utilisés comme éléments de comparaison et indiquer aussi les limites de cette comparaison. Parce que, bon, le rapporteur l'a dit, le droit émane d'une société, de toute façon. Donc, il y a des pratiques, il y a des, voilà, et à faire ressortir et à montrer la différence. Et dernier élément sur lequel je veux attirer ton attention, possible ici, je pense qu'il faudra ajouter des éléments d'illustration. D'accord? Sur, par exemple, les cas pratiques en Haïti, d'accord? Donc, c'est la jurisprudence, d'accord? Pour montrer concrètement les difficultés patrimoniales. Donc, ça peut être, je ne dis pas moi, s'il faut
synthèse qui reprend quelques éléments et qui montre clairement ces difficultés-là. Voilà. Alors, pour ma question, bon, je vais juste faire ajouter un volet à la question principale. Et comment éviter une réforme protectrice du concubinage? C'est de ça qu'il s'agit. Comment éviter qu'une telle réforme n'affaiblisse pas la place du mariage civil comme institution de référence que tu as dit, hein, clairement dans ton texte, hein, dans le cadre du droit haïtien de la famille. Donc, comment éviter, parce que voilà, hein, qu'il n'y ait pas de problème, de conflit, et que ça ne devienne pas, c'est-à-dire le concubinage, un élément qui désirait d'une certaine manière le mariage en Haïti. Voilà, je te laisse quelques minutes pour répondre à ces deux questions assez rapidement avant de passer la parole à ton directeur de mémoire. Alain. Oui, et alors, docteur Nelson, vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. Vas-y. OK. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos questions. Et alors, je vais tenter d'y répondre. Tout d'abord, je vais répondre à la question du docteur Nelson, qui m'a demandé comment, en quoi en Haïti le concubinage peut-il être un frein aux dérives de la succession. Je dois vous dire, selon nos recherches, on a pu constater que le concubinage ne constitue pas en lui-même un frein à la dévolution successorale. En revanche, son absence prive le concubin suivant de toute vocation successorale. Pour les mariés et les héritiers légalement désignés peuvent recueillir une succession. Donc, cette situation est une unité juridique que ma recherche propose de corriger par une reconnaissance limitée du concubinage en cause de la pratique du mariage. Donc, selon moi, c'est tout ce que j'ai pu trouver comme réponse. Alors, je n'ai pas la prétention de combler votre et monsieur le docteur Nelson, et permettez-moi maintenant de répondre au docteur Providence, et qui m'a demandé comment éviter une réforme protectrice du concubinage afin qu'il n'affaiblisse pas le mariage civil. Alors, d'après nos recherches, pour éviter qu'une telle réforme n'affaiblisse le mariage civil, il convient tout simplement de maintenir une distinction claire entre ces deux formes d'union. La protection du concubinage doit être strictement limitée à certains droits essentiels, par exemple en matière patrimoniale, sociale, sans pour autant lui conférer le statut juridique complet attaché au mariage. Parce que, tout comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de mettre ces deux institutions l'une en face de l'autre. Il suffit tout simplement de conserver au mariage son caractère privilégié et ses effets propres, tandis que permettre aux concubins de bénéficier d'une certaine protection minimale destinée à corriger les situations d'injustice. Donc, alors, ce sont mes réponses. J'attends vos critiques sur mes réponses. Merci. Et ensuite, je tiens à vous remercier. C'est bon, Carla. Merci pour les réponses. Je passe tout de suite la parole au directeur de mémoire, surtout qui doit nous parler de cette collaboration. Comment est-ce que, voilà, les choses, comment il a fait pour faire travailler son étudiant. Voilà. Merci, docteur Providence, président du jury. Et je remercie docteur Nelson pour ses analyses et ses critiques que j'estime
très judicieuse sur le travail de Carlens et que je demanderai tout de suite à Carlens de prendre en compte. Enfin, je peux dire que Carlens paraissait tout au début comme tout feu, tout flamme, comme Dr Nelson a dit, avec de la chaleur. Et puis, du coup, Carlens disparaît du radar et puis j'ai dû rechercher avec des torches en main Carlens pour voir où se trouve-t-il et pour terminer son travail. Donc, enfin, il a produit quelque chose, bousculé par le temps et on a essayé de peaufiner, mais quand même, je dois vous dire que mes observations me permettent de comprendre que c'est un étudiant capable, qui a du potentiel, qui peut aller assez loin, mais il doit se mettre à la tâche parce que, comme a dit l'adage, rien n'essaie de courir, mais il faut partir à point. Donc, il ne suffit pas de penser qu'on a le potentiel et puis on laisse passer le temps et on ne va pas pouvoir produire un travail satisfaisant si on ne respecte pas le calendrier parce que il faut respecter le calendrier. Donc, je peux dire que Carlens pouvait donner mieux, le travail c'est satisfaisant à mon sens, mais il pouvait mieux faire s'il se mettait réellement et de manière constante à la tâche. Donc, c'est cette difficulté qu'on avait, puisque il vient, il dépose quelque chose, on donne des directives et il disparaît. Donc c'est difficile de travailler comme ça et de donner un résultat avec de la perfection. Donc, je demande à Carlens de prendre en considération les différentes suggestions, conseils que vient de donner le Dr Providence, président du jury, et Dr Nelson, le rapporteur, et afin de déposer un travail plus perfectionné. Et je vois qu'il y a du potentiel et la rédaction est assez bien et il faut tout simplement t'y mettre et te consacrer à ton travail et tu auras un travail assez potable. Et je remercie Dr Nelson et Dr Providence encore une fois pour leur critique et je félicite Carlens, malgré les difficultés de connexion, il a pu quand même présenter son travail. On voit qu'il a le potentiel oral. Merci, Président. Merci, chers collègues, pour ce travail et pour ce témoignage également. C'est ce qu'on dit à nos étudiants de ne pas disparaître, de travailler de manière, on va dire, soutenue et professionnelle pour ne pas être surpris. Hein? Voilà, donc Carlens, je t'accorde 30 secondes pour un dernier mot avant de mettre fin à cette séance. Carlens. Alors, je veux vous remercier parce que l'octroi de quelques minutes supplémentaires m'a permis de poursuivre ma soutenance dans de meilleures conditions et de présenter l'essentiel de mon travail avec plus de sérénité. Donc, je vous suis profondément reconnaissant pour cette marque de considération et pour l'attention que vous accordez à mon travail de recherche. Votre attitude témoigne de votre professionnalisme, de votre volonté d'assurer une évaluation juste et équitable. Donc, recevez toute ma gratitude. Merci beaucoup. Voilà, merci aux collègues, merci à Carlens. On demande à l'administration d'arrêter